Autoroute A6, direction Lyon. 8h47 du matin. Une Mercedes argentée fait 2 tonneaux, prend feu. À l'intérieur, une jeune femme piégée, inconsciente, saignant, l'essence s'épandant, les flammes se propageant rapidement. Étienne Moreau, à 30 secondes, peut-être moins. Son choix, rouler en sécurité vers sa fille de 8 ans ou ramper dans une voiture en feu pour une parfaite inconnue. Il choisit le courage. Ce qu'il ignore, c'est que cet inconnu va changer son monde entier. Car parfois, un moment d'héroïsme ne sauve pas seulement une vie, il révèle un destin que personne n'avait vu venir. Voici cette histoire. Cette histoire nous enseigne que les actes de bravoure spontanée révèlent notre vraie nature et créent des liens inattendus qui transforment nos existences pour toujours. Elle nous rappelle que derrière chaque geste héroïque se cache un choix difficile entre notre sécurité personnelle et notre humanité profonde. Dans un monde où l'indifférence semble régner, ce récit prouve que le courage ordinaire peut déclencher des changements extraordinaires et révéler des connexions destinales. Si vous croyez qu'un moment de bravoure peut redéfinir toute une vie, cette histoire va vous émouvoir profondément. Dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo, car ce voyage héroïque va transformer votre perception de ce que signifie vraiment sauver une vie. Le crissement des pneus sur l'asphalte mouillé transperça l'air matinal comme une lame. Étienne Moreau resserra sa prise sur le volant alors que la Mercedes argentée devant lui dérapait violemment vers la gauche. Un chevreuil bondit à travers l'A6, disparaissant dans la forêt aussi vite qu'il était apparu. Mais la voiture de luxe n'eut pas cette chance. Le temps se ralentit alors qu'Étienne regardait la Mercedes perdre le contrôle sur la chaussée détrempée. Le véhicule pivota sur le côté, pneus fumant contre l'asphalte avant de foncer hors de l'autoroute et de percuter la glissière de sécurité avec un bruit qui hantrait les rêves d'Étienne pendant des mois. Le métal se tordit, le verre explosa. La voiture fit un tonneau, puis 2, avant d'atterrir sur ses roues dans un amas de ferraille. Le pick-up Ford d'Étienne dérapa jusqu'à s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence. Ses mains tremblaient quand il attrapa son téléphone, doigts fébriles composant le numéro d'urgence. « Allô, les secours? Il y a eu un accident sur l'A6 direction Lyon, environ 2 km après la sortie Bellecour. Une voiture a percuté la glissière, fait plusieurs tonneaux. Je vois quelqu'un à l'intérieur. Monsieur, êtes-vous blessé? Non, mais... » Étienne s'arrêta net. De la fumée commençait à s'élever sous le capot froissé de la Mercedes. « Monsieur, vous êtes toujours là? » Étienne raccrocha et courut. Chaque pas vers l'épave donnait l'impression d'avancer dans des sables mouvants. Plus il s'approchait, pire ça paraissait. Le côté conducteur avait encaissé le plus gros de l'impact. Le cadre de la portière était compressé vers l'intérieur comme une boîte de conserve. À l'intérieur, une jeune femme d'environ 25 ans pendait inconsciente contre sa ceinture. Du sang coulait de son front depuis une plaie près de ses cheveux. Son bras gauche était plié dans un angle qui retourna l'estomac d'Étienne. « Mademoiselle » cria Étienne, tirant sur la poignée de la portière conducteur. Elle ne bougeait pas. « Vous m'entendez » Aucune réponse. Sa respiration était superficielle, laborieuse. L'odeur le frappa alors. De l'essence, douce, âcre et terrifiante. Étienne baissa les yeux. Un liquide sombre s'accumulait sous le véhicule, s'étendant vers l'extérieur comme de l'encre renversée. Le moteur émettait des cliquetis sinistres et de petites flammes oranges commençaient à lécher les bords du capot. Pendant un moment qui sembla une éternité, Étienne resta figé. Il pensa à Emma. « Je t'aime jusqu'à la lune, papa, et jusqu'aux étoiles, ma chérie. » Leurs adieux matinaux résonnaient dans son esprit. Emma, avec son cartable arc-en-ciel sautillant vers l'entrée de l'école sans un souci au monde. Emma, qui avait déjà perdu sa mère dans un anévrisme cérébral il y a 2 ans. Emma, qui serait complètement seule s'il lui arrivait quelque chose. Les flammes grossirent. Étienne courut vers son camion et attrapa le cric de derrière son siège. Du verre vola partout quand il brisa la vitre arrière passager de la Mercedes. Le bruit du verre qui se brise se mélangea au rugissement grandissant du feu sous le capot. La chaleur le frappa immédiatement quand il rampa par l'ouverture de la fenêtre. La fumée emplissait l'habitacle, faisant pleurer ses yeux et brûler ses poumons. La ceinture de sécurité de la femme était coincée.
la boucle métallique tordue par l'impact. Étienne sortit son couteau de poche, le dernier cadeau d'anniversaire que Catherine lui avait offert avant de mourir. Ses mains tremblaient quand il scia l'épaisse toile de la ceinture, la lame accrochant et glissant à chaque coup désespéré. « Allez, allez !» Les flammes étaient maintenant visibles à travers les aérations du tableau de bord, langues oranges de feu atteignant vers l'intérieur. Sa manche de veste prit feu et il l'éteignit avec ses mains en sang, sans jamais arrêter son travail sur la ceinture. La tête de la femme bascula sur le côté quand la ceinture céda enfin. Étienne rattrapa son poids contre sa poitrine, son corps mou et effroyablement immobile. Le sang de sa blessure à la tête imbiba sa chemise quand il la traîna vers la banquette arrière. La faire sortir par la vitre arrière était comme essayer d'enfiler une aiguille avec des gants de boxe. Le dos d'Étienne racla contre le verre déchiqueté quand il la tira, déchirant sa chemise et sa peau. L'avant de la voiture était maintenant complètement en proie aux flammes et il pouvait sentir la chaleur brûler la peau de sa nuque et ses bras. Ils étaient à 1,5 mètres de la voiture quand Étienne l'entendit. Un sifflement sourd qui glaça son sang. Il se jeta en avant, couvrant le corps de la femme avec le sien juste au moment où le réservoir d'essence explosa. La force du souffle les souleva tous les deux du sol. Étienne sentit des débris pleuvoir sur son dos, des morceaux tranchants de métal et de verre s'enfonçant dans ses épaules et ses bras. La chaleur était écrasante, comme se tenir trop près d'un four. Quand le bourdonnement dans ses oreilles s'arrêta enfin, Étienne se retrouva allongé dans l'herbe à 3 mètres d'où la voiture avait été. La femme était sous lui, toujours inconsciente, mais respirant. Il roula d'elle prudemment, tout son corps criant de douleur. La Mercedes n'était plus qu'un squelette tordu de métal calciné, les flammes dansant encore parmi l'épave. Étienne pressa sa veste contre la blessure à la tête de la femme, ses mains brûlées, tremblant d'adrénaline et de choc. « Vous allez vous en sortir », murmura-t-il, même s'il n'était pas sûr s'il lui parlait à elle ou à lui-même. Les secours arrivaient. Tenez bon. Au loin, les sirènes hurlaient. Alors qu'Étienne s'agenouillait là, dans l'herbe mouillée, le dos en feu de douleur et les mains à vif de brûlure, il ne pouvait s'empêcher de penser à ce matin, à déposer Emma à l'école, à comment elle l'avait regardé avec ce sourire éclatant, faisant complètement confiance que son papa rentrerait en sécurité à la maison. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais alors la femme bougea légèrement et Étienne l'entendit chuchoter quelque chose de si faible qu'il faillit le rater. « Merci. » Et d'une façon ou d'une autre, dans ce moment, il sut que Catherine aurait été fière. Les secouristes les trouvèrent comme ça. Étienne penché sur la femme inconsciente, lui parlant doucement, même si elle ne pouvait pas l'entendre. Ses mains étaient un chaos de brûlures et de lacérations. Des brûlures au second degré couvraient son dos et ses bras, et du sang suintait à travers sa chemise déchirée de dizaines de coupures. « Monsieur, vous devez nous laisser vous examiner », dit le secouriste, un jeune homme aux yeux bienveillants et aux mains assurées. « Occupez-vous d'elle d'abord », insista Étienne, sa voix rauque d'inhalation de fumée. « Elle était piégée plus longtemps que moi. »« Monsieur, s'il vous plaît. » Les yeux d'Étienne ne quittaient jamais le visage de la femme. « Assurez-vous qu'elle va bien d'abord. » Il fallut 3 secouristes pour convaincre Étienne de reculer pendant qu'ils travaillaient. Quand ils chargèrent de la femme dans l'ambulance, Étienne aperçut son sac à main, le contenu éparpillé sur l'asphalte mouillé. Un permis de conduire, des cartes de crédit, une photo d'un homme plus âgé aux cheveux argentés et aux yeux bienveillants. Le nom sur le permis était Olivia Beaumont. Beaumont, comme Beaumont Industries, où Étienne travaillait comme superviseur de maintenance depuis 5 ans. Mais la connexion ne s'enregistra pas à travers le brouillard du choc et de l'adrénaline. Tout ce qui importait était qu'elle respirait, que les secouristes disaient des mots comme « stable » et « réactive ». « Quel est votre nom, monsieur » demanda la seconde secouriste en nettoyant le verre des mains d'Étienne. « Étienne Moreau. »« Eh bien, monsieur Moreau, vous lui avez sauvé la vie, mais vous avez aussi failli vous faire tuer en le faisant. Ces brûlures sont sérieuses. » Étienne hocha la tête de façon absente, regardant l'ambulance s'éloigner avec Olivia à l'intérieur. Ce n'est qu'alors qu'il se permit de penser à Emma, à l'appel qu'il devrait passer à sa sœur Maria.
Comment expliquer à une enfant de 8 ans que papa pourrait avoir des cicatrices pour le reste de sa vie parce qu'il n'avait pas pu passer devant une inconnue en détresse? Les urgences de l'hôpital Édouard Herriot étaient un tourbillon d'activités. Étienne était assis sur une table d'examen pendant que le docteur Sarah Chen travaillait sur ses mains, retirant soigneusement des morceaux de verre et de débris de ses paumes et doigts. « Vous avez de la chance, dit-elle, bien que son expression suggérât qu'elle pensait tout le contraire. Les brûlures sur votre dos sont au second degré, mais elles devraient guérir sans dommage permanent à la fonction musculaire. Vos mains, par contre, vous allez avoir besoin de chirurgie sur 3 doigts. Il y a des dommages nerveux significatifs. » Étienne la regardait travailler, son esprit ailleurs. La femme de l'accident, Olivia Beaumont, est-ce qu'elle... Elle est vivante grâce à vous, dit fermement le docteur Chen. Fracture du crâne, bras cassés, quelques hémorragies internes, mais rien qui ne guérira pas. Les pompiers ont dit que vous aviez peut-être 30 secondes avant que cette voiture ne devienne un piège mortel. 30 secondes. Étienne ferma les yeux et essaya de ne pas penser à combien de fois dans ces 30 secondes il avait presque fait demi-tour et était parti. « Monsieur Moreau », la voix du docteur Chen était douce. « Y a-t-il quelqu'un qu'on peut appeler? De la famille? » « Ma sœur Maria et l'école de ma fille. Emma. Elle a 8 ans. J'étais censé la récupérer à 15h30. » La voix d'Étienne se brisa. Les médicaments rendaient tout distant et étrange, mais la pensée d'Emma, l'attendant à l'école, ramena tout en focus aigu. « On va s'occuper de ça, » l'assura le docteur Chen. « Mais vous allez être ici un moment. Chirurgie, observation, physiothérapie, ce n'est pas quelque chose dont on récupère en 1 jour ou 2. » Étienne hocha la tête, regardant ses mains bandées. Il y a 2 semaines, le plus gros souci de sa vie était de savoir s'il pouvait se permettre de réparer le chauffe-eau de son appartement. Maintenant, il regardait des factures médicales qui coûteraient probablement plus que ce qu'il gagnait en 6 mois. « Mais elle est vivante, » se dit-il. « Olivia Beaumont est vivante. » Ça devait être suffisant. Maria arriva 20 minutes plus tard avec Emma à sa remorque, son visage pâle d'inquiétude. « Tonton Étienne !» Emma se lança vers le lit d'hôpital avant que Maria puisse l'arrêter, puis s'arrêta net quand elle vit les bandages couvrant les bras de son père. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Étienne regarda sa fille, toute tache de rousseur et yeux bruns inquiets, et cheveux emmêlés de la cour de récréation, et sentit son cœur se briser un peu. Comment expliquer à un enfant que parfois les adultes doivent faire des choix entre la sécurité et faire ce qui est juste? « J'ai aidé quelqu'un qui était blessé, ma chérie, » dit-il simplement. « Mais je vais bien, je vais aller bien. » Emma grimpa prudemment sur le lit à côté de lui, évitant ses mains bandées. « Tu avais peur ?» Terrifié, admit Étienne, parce qu'il avait appris après la mort de Catherine que l'honnêteté était meilleure que le faux réconfort. Mais parfois, être brave signifie faire ce qui est juste même quand on a peur. Comme comment tu t'es occupé de moi après que maman soit partie au ciel. La gorge d'Étienne se serra. Emma ne parlait de Catherine qu'en chuchotement, habituellement tard le soir quand les rêves étaient mauvais. L'entendre le mentionner si naturellement était à la fois déchirant et plein d'espoir. « Ouais, bébé, exactement comme ça. » Maria serra son épaule. « L'école a dit que tu avais raté le travail. Tu as déjà appelé Roger? » Roger Bennett, son superviseur chez Beaumont Industries, un homme bien qui avait été patient quand Étienne avait eu besoin de temps libre après la mort de Catherine. Mais la patience avait des limites. Rater 2 semaines pour récupération médicale était une chose. Rater le travail parce qu'il avait presque été tué en sauvant une inconnue en était une autre. « Je l'appellerai demain, » dit Étienne. « En ce moment, je veux juste rentrer à la maison. » Mais allongé dans ce lit d'hôpital en regardant Emma colorier des photos de super-héros qu'elle insistait lui ressemblaient, il ne pouvait pas échapper au sentiment que quelque chose avait fondamentalement changé. Pas seulement dans son corps avec les brûlures et coupures qui laisseraient des cicatrices permanentes, mais dans sa compréhension de qui il était et de ce dont il était capable. Catherine disait que l'amour signifiait se présenter pour les gens, même quand ça vous coûtait tout. Étienne y avait toujours pensé qu'elle parlait de la famille, de comment on s'occupe de sa femme et sa fille,
peu importe quoi. Il n'avait jamais considéré que parfois l'amour signifiait se présenter pour de parfaits inconnus. 2 semaines plus tard, Étienne était de retour au travail avec ses mains toujours bandées et ses mouvements plus lents que d'habitude. Les brûlures sur son dos avaient suffisamment guéri pour qu'il puisse porter sa chemise d'uniforme sans trop d'inconfort, mais saisir les outils était encore douloureux. Il était en train de réparer une unité de chauffage dans l'aile exécutive de Beaumont Industries quand Roger Bennett le trouva. Étienne, la voix de Roger était étrange, presque nerveuse. « Monsieur Beaumont veut te voir dans son bureau. Maintenant. » L'estomac d'Étienne se serra. Alexandre Beaumont, le PDG de Beaumont Industries. En 5 ans de travail là, Étienne n'avait même jamais été au même étage que le bureau de l'homme, encore moins convoqué pour le rencontrer personnellement. « C'est à propos du temps que j'ai raté ?» demanda Étienne, calculant déjà mentalement combien d'argent ils avaient économisé et combien ça durerait s'il perdait son travail. « Va juste là, Tiao, Étienne. Diane t'attend. » L'ascenseur exécutif donna l'impression du plus long trajet de la vie d'Étienne. Le dernier étage de Beaumont Industries était tout marbre et vert avec des vues panoramiques sur l'horizon lyonnais et les Alpes au-delà. Étienne l'avait vu dans les newsletters de l'entreprise, mais être là en personne était écrasant. Diane, l'assistante de M. Beaumont, lui sourit chaleureusement. « Monsieur Moreau, il vous attend. Entrez directement. » Le bureau était plus grand que tout l'appartement d'Étienne. Des fenêtres du sol au plafond donnaient sur la ville et des œuvres d'art coûteuses tapissaient les murs. Alexandre Beaumont se tenait près de la fenêtre, dos tourné, un homme distingué dans la soixantaine aux cheveux argentés et au costume parfaitement taillé. Mais c'était l'autre personne dans la pièce qui coupa le souffle d'Étienne. La jeune femme de l'accident était assise dans un fauteuil roulant près du bureau de M. Beaumont. Son bras était dans le plâtre et des bandages étaient encore visibles sur son front, où Étienne se souvenait avoir vu du sang, mais ses yeux étaient alertes et concentrés et elle le regardait avec une expression qu'il ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. Elle pleurait. Monsieur Moreau, Alexandre Beaumont, se tourna de la fenêtre et Étienne pouvait voir que ses yeux étaient rouges d'émotion. « J'aimerais que vous rencontriez ma fille, Olivia. » Le monde bascula sur le côté. Sa fille. La femme qu'Étienne avait sortie de la voiture en feu. L'inconnue pour laquelle il avait risqué sa vie était la fille d'Alexandre Beaumont. Olivia lutta pour se lever de son fauteuil roulant, vacillant légèrement sur des jambes instables. Avant que quiconque puisse l'arrêter, elle traversa la pièce et jeta son bras valide autour d'Étienne dans une étreinte féroce. « Vous avez sauvé ma vie », sanglota-t-elle dans son épaule, sa voix étouffée par les larmes et l'émotion. Le médecin a dit que j'avais moins de 30 secondes avant que le feu atteigne l'habitacle passager. Ils m'ont tout raconté. Vos blessures, vos brûlures, comment vous m'avez protégé de l'explosion. Étienne resta figé, submergé par la révélation et par le poids de sa gratitude. Tout ce qu'il pouvait penser était ce matin, il y a des semaines, à quel point il était passé près de conduire devant l'accident à propos d'Emma, du choix entre sécurité et courage. « J'ai juste fait ce que n'importe qui aurait fait », dit-il tranquillement. Non, la voix d'Alexandre Beaumont était épaisse d'émotion alors qu'il les approchait. « Monsieur Moreau, Étienne, j'ai passé les dernières semaines à apprendre sur vous, sur votre femme Catherine, sur Emma, sur comment vous avez travaillé ici 5 ans sans une seule plainte. Comment vous n'avez jamais raté un jour, sauf quand vous étiez littéralement à l'hôpital parce que vous avez sauvé la vie de ma fille. » L'homme plus âgé posa une main sur l'épaule d'Étienne, et Étienne remarqua qu'elle tremblait légèrement. « Étienne, j'ai construit cette entreprise sur le principe que les bonnes personnes méritent la reconnaissance. Mais ce que vous avez fait va au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Olivia est mon seul enfant. J'ai perdu ma femme, Marguerite, il y a 10 ans d'un cancer, et Olivia est tout ce qu'il me reste dans ce monde. » Olivia recula de l'étreinte, essuyant les larmes de ses joues. « Je fais des cauchemars d'être piégée dans cette voiture. Le feu, la fumée, le sentiment de ne pas pouvoir bouger. Mais alors je me souviens que quelqu'un était là, me parlant, me disant que j'allais m'en sortir. Même si j'étais inconsciente, d'une façon ou d'une autre, je vous entendais. Vous m'avez dit que j'allais m'en sortir. Vous avez dit merci, dit soudain Étienne. Juste avant que les secouristes arrivent, vous avez chuchoté merci. Je m'en souviens,
dit doucement Olivia. C'était comme entendre un ange. Alexandre Beaumont s'éclaircit la gorge, se recomposant. « Étienne, je veux éclaircir certaines choses. Premièrement, toutes vos dépenses médicales ont été couvertes. Chaque centime. C'est non négociable. » Étienne commença à protester, mais Alexandre leva une main. « Deuxièmement, nous vous promouvons directeur des installations. Ça vient avec une augmentation substantielle de salaire et des avantages qui couvriront les soins de santé et l'éducation d'Emma jusqu'à l'université. Monsieur Beaumont, je ne peux pas. Troisièmement, continua Alexandre, Olivia a une demande. Olivia sourit à travers ses larmes. Je travaille sur ma maîtrise en psychologie infantile. Avant l'accident, je conduisais vers un centre pour enfants pour livrer des livres et passer du temps avec des enfants qui ont perdu leurs parents. C'est quelque chose que je fais chaque semaine. Elle marqua une pause, regardant son père. J'aimerais rencontrer Emma. Pas parce que je me sens obligé, mais parce que je veux comprendre le genre d'homme qui risquerait de laisser sa fille orpheline pour sauver une inconnue. Je veux apprendre de vous deux. Étienne sentit des larmes qu'il ne savait pas qu'il retenait commencer à tomber. Elle aimerait ça. Emma aimerait vraiment ça. La première fois qu'Olivia vint dîner dans leur modeste appartement, Emma était si nerveuse qu'elle se cacha derrière les jambes d'Étienne pendant les 10 premières minutes. Mais Olivia avait apporté un sac plein de fournitures artistiques et un livre sur les super-héros. En 1 heure, toutes les deux étaient assises sur le sol du salon, coloriantes et riantes comme de vieilles amies. Étienne, utilisant le surnom qu'Emma avait insisté qu'elle adopte. « Tu sais ce qu'Emma m'a dit aujourd'hui ?» Étienne leva les yeux de la cuisine où il tentait de cuisiner des spaghettis avec ses mains encore en guérison. « Quoi donc ?» Elle a dit que sa maman lui disait que les anges n'ont pas toujours des ailes. Parfois, ils ont juste des cœurs courageux. La gorge d'Étienne se serra. Catherine avait dit ces mots exacts à Emma pendant une de leurs conversations de coucher, quand elle était encore vivante pour border leur fille le soir. Elle avait raison, continua Olivia. J'avais l'habitude de penser que les héros étaient des gens dans les films ou les livres, mais les vrais héros sont des gens comme vous. Des gens qui se présentent quand ça compte. Emma leva les yeux de son livre de coloriage. Olivia dit qu'elle veut aider des enfants comme moi, des enfants dont les mamans et papas sont au ciel. C'est vrai? Que penses-tu de ça? Demanda Étienne, apportant des assiettes de spaghettis à la table basse où elles étaient assises. Toute ma vie, j'ai eu tout ce que je pouvais vouloir. Argent, éducation, opportunités. Mais je n'ai jamais vraiment compris ce que ça signifiait d'être reconnaissante jusqu'à ce que je me réveille dans cet hôpital et réalise que quelqu'un avait tout risqué pour me sauver. Elle marqua une pause, enroulant des spaghettis autour de sa fourchette avec sa main valide. « Vous n'avez pas juste sauvé ma vie ce jour-là, Étienne. Vous m'avez montré à quoi ma vie devrait servir. Ce que ça veut dire de vivre d'une manière qui soit digne du sacrifice que quelqu'un a fait pour vous. » Cette nuit-là, après qu'Olivia soit partie et qu'Emma soit endormie, Étienne s'assit dans sa petite cuisine et sortit la tasse à café de Catherine du placard où il la gardait depuis 2 ans. Il n'avait jamais pu se résoudre à l'utiliser ou à la ranger définitivement. Elle était juste restée là, rappel de tout ce qu'il avait perdu. Pour la première fois depuis la mort de Catherine, Étienne se fit une tasse de café et but dans sa tasse. Ça ne la ramena pas. Rien ne le ferait jamais. Mais d'une façon ou d'une autre, ça donnait l'impression qu'elle était là avec lui, fière du choix qu'il avait fait et de la nouvelle famille qu'il construisait des cendres de leur chagrin. 6 mois plus tard, Beaumont Industries organisa son gala annuel au Musée des Beaux-Arts de Lyon. Étienne se tenait en coulisses dans un smoking loué qu'Emma avait insisté le faisait ressembler à James Bond, la sueur nerveuse perlant sur son front malgré la climatisation. « Tu es prêt pour ça, papa ?» demanda Emma, ajustant son nœud papillon avec le sérieux d'une fillette de 8 ans. « Pas du tout, » admit Étienne. Alexandre Beaumont avait insisté pour présenter Étienne avec le premier prix annuel de courage de l'entreprise au gala devant 500 employés, membres du conseil et leaders communautaires. Étienne avait essayé de décliner, mais Olivia lui avait fait un discours sur l'importance de reconnaître les vrais héros dans un monde plein de faux. « Ce n'est pas à propos de vous.
C'est pour montrer aux autres que des individus ordinaires peuvent faire des choses extraordinaires, que le courage n'est pas d'être sans peur, c'est d'avoir peur et de faire ce qui est juste quand même. Depuis les coulisses, Étienne pouvait entendre la voix d'Alexandre portée à travers la salle de bal. « Mesdames et messieurs, cette entreprise a été construite sur le principe que chaque personne compte. Ce soir, je veux vous parler d'un superviseur de maintenance qui a incarné ce principe de la manière la plus extraordinaire. » Alors qu'Alexandre commençait à raconter l'histoire de l'accident, Étienne sentit Emma glisser sa petite main dans la sienne. « Papa, tu as peur ?» Terrifié, dit honnêtement Étienne. « C'est normal, dit-elle avec la sagesse que les enfants possèdent parfois. Les héros peuvent avoir peur, c'est ce qui les rend courageux. » Quand Étienne marcha sur scène, toute la salle éclata en applaudissements debout qui sembla durer éternellement. Mais il n'avait d'yeux que pour Emma, qui rayonnait de fierté au premier rang, et pour la photo de Catherine qu'il gardait dans sa poche de veste, la femme qui lui avait appris que l'amour signifie se présenter pour les autres, même quand ça coûte tout. Alexandre lui présenta un prix en cristal gravé avec les mots « Pour un courage extraordinaire au service d'autrui ». Mais le vrai cadeau vint dans son discours. Étienne Moreau représente le meilleur de ce que Beaumont Industries défend, dit Alexandre, mais plus que ça, il représente le meilleur de ce que l'humanité peut être. Ce soir, nous établissons le fonds de bourse mémorial Catherine Moreau pour les enfants qui ont perdu leurs parents, parce qu'Étienne nous a appris que quand on prend soin les uns des autres, on honore ceux qu'on a perdus. Dans l'audience, Olivia essuyait les larmes de ses yeux. Au cours des 6 derniers mois, elle était devenue plus que juste la femme qu'Étienne avait sauvée. Elle était devenue la grande sœur honoraire d'Emma, l'amie d'Étienne, et un rappel que parfois les moments les plus inattendus mènent aux connexions les plus belles. Après la cérémonie, alors que les invités se mêlaient et félicitaient Étienne, Olivia l'emmena à l'écart. Vous savez quelle a été la partie la plus difficile de la récupération? Laquelle? Savoir que quelqu'un avait tout risqué pour moi quand j'étais une parfaite inconnue. Ça m'a fait réaliser que je devais vivre une vie digne de ce sacrifice. Vous ne m'avez pas juste sauvé de cette voiture, Étienne. Vous m'avez sauvé de gaspiller ma vie sur des choses qui n'importent pas. Elle fit un geste vers Emma, qui montrait fièrement le prix de son père à quiconque voulait l'écouter. Regardez-la. Regardez comme elle est fière. Vous avez élevé une fille qui pense que son papa a décroché la lune. Et vous savez quoi? Elle a raison. Étienne sourit, regardant Emma raconter avec animation l'histoire de son héroïsme à un public captivé d'adultes. Catherine aurait adoré ça. Pas l'attention ni le prix, mais voir Emma si heureuse, voir notre famille grandir. Elle aurait été fière de vous, dit Olivia, pour l'homme que vous étiez ce jour-là sur l'autoroute et pour l'homme que vous êtes devenu depuis. 1 an plus tard, la vie d'Étienne Moreau ne ressemblait à rien de ce qu'il aurait pu imaginer. Il travaillait dans un bureau d'angle comme vice-président du bien-être des employés et de l'engagement communautaire, un poste qu'Alexandre Beaumont avait créé spécifiquement pour lui. Le travail lui permettait d'identifier et d'aider les employés confrontés à des difficultés, de s'assurer que Beaumont Industries respectait ses valeurs non seulement en politique, mais en pratique. Emma s'épanouissait dans une école privée qu'Olivia avait recommandée. Mais plus important, elle avait retrouvé son sourire. Les cauchemars de perdre sa mère s'étaient estompés, remplacés par des rêves d'avenir et la famille élargie qui avait grandi autour d'elle. Chaque jeudi, Olivia venait dîner. Chaque dimanche, tous les 3 visitaient les centres pour enfants et hôpitaux, lisant des histoires et apportant des fournitures artistiques. Emma avait décidé qu'elle voulait être une docteure des sentiments, comme Olivia quand elle grandirait, pour pouvoir aider les enfants qui étaient tristes. Les gens ont besoin d'espoir, avait expliqué Emma avec la clarté d'une fillette de 8 ans. Et parfois l'espoir ressemble à quelqu'un qui se soucie de vous. Par un mardi matin tranquille d'octobre, exactement 1 an après l'accident, Étienne emmena Emma à l'école dans la nouvelle voiture qu'Alexandre Aliatei avait insisté qu'il accepte. Alors qu'il s'arrêtait devant l'entrée de l'école, Emma se tourna vers lui avec le même sourire éclatant qu'elle avait avant la mort de Catherine. « Je t'aime jusqu'à la lune, papa. Et jusqu'aux étoiles, ma chérie. » Étienne la regarda sautiller vers le bâtiment scolaire,
son cartable arc-en-ciel rebondissant à chaque pas, et sentit la présence de Catherine aussi fortement que si elle était assise sur le siège passager à côté de lui. Les cicatrices sur ses mains et son dos avaient pâli, mais n'avaient jamais disparu. Rappel permanent que parfois les plus beaux cadeaux viennent des moments les plus inattendus, qu'une seule décision d'aider une inconnue peut changer non seulement une vie, mais plusieurs. Alors qu'Étienne roulait vers Beaumont Industries, vers une autre journée de travail qui donnait plus l'impression d'une vocation que d'un emploi, il pensa à ce moment sur l'A6, au choix entre sécurité et courage, aux 30 secondes qui avaient tout redéfini. Il avait fait ce choix en pensant seulement sauver une vie. Il n'avait aucune idée qu'il sauvait aussi la sienne. Parfois, l'univers place les gens exactement où ils doivent être. Parfois, les héros ne portent pas de cape. Ils se présentent juste quand ça compte le plus. Et parfois, quand vous risquez tout pour une inconnue, vous découvrez que cette inconnue n'était jamais vraiment une inconnue. Elle était la famille que vous n'aviez juste pas encore rencontrée. Ce soir-là, alors qu'Olivia lisait des histoires de coucher à Emma, quelque chose se produisit qui changea tout encore une fois. Un moment si tendre, si inattendu, qu'il fit réaliser à Étienne que son cœur était prêt à aimer à nouveau. Et Emma, elle avait ses propres plans. Dans les yeux d'Olivia, quand elle regardait Étienne, il y avait quelque chose de plus que de la gratitude. Il y avait de l'amour. L'amour qui grandit lentement, construit sur la fondation de la confiance et du respect mutuel. L'amour qui comprend que parfois, les plus belles histoires d'amour commencent par un acte de courage désintéressé. Et quand Emma chuchota à Olivia ce soir-là, « Tu penses que tu pourrais être ma nouvelle maman ?» Olivia regarda Étienne à travers la chambre faiblement éclairée et sut que certaines familles ne naissent pas et elles sont forgées dans le feu de l'adversité et scellées par l'amour inconditionnel. 6 mois plus tard, par une journée printanière parfaite dans un petit jardin derrière leur nouvelle maison, Étienne Moreau épousa Olivia Beaumont. Emma était leur demoiselle d'honneur, portant une robe qui lui donnait l'impression d'être une princesse. Dans son discours, Étienne dit « Cos, j'ai risqué ma vie pour sauver une inconnue. Ce que je n'ai pas réalisé, c'est que je sauvais ma femme. » Et quand ils s'embrassèrent puis pour la première fois, en tant que mari et femme, Emma applaudit si fort que tout le monde rit aux larmes. Parce que parfois les fins les plus heureuses commencent par 30 secondes de courage sur une autoroute pluvieuse, avec un homme qui choisit de faire ce qui est juste, peu importe le coût. 2 ans après le mariage, Étienne se réveilla dans une maison remplie de rires d'enfants. Emma, maintenant 11 ans, courait dans le couloir en poursuivant son petit frère Alexandre, nommé d'après son grand-père, qui venait d'avoir 6 mois et qui gazouillait de joie dans les bras d'Olivia. « Papa, maman, Alex a fait ses premiers pas !» cria Emma, ses yeux brillants d'excitation. Étienne regarda sa femme, qui rayonnait de bonheur en tenant leur fils, et ne put s'empêcher de penser au chemin qu'ils avaient parcouru. De ce moment terrifiant sur l'autoroute au petit déjeuner du dimanche matin dans leur cuisine ensoleillée, avec Emma aidant à nourrir son petit frère et Olivia préparant des crêpes pour tout le monde. « Tu te souviens, dit Olivia ce matin-là, en servant le café dans la tasse préférée de Catherine qu'Étienne avait gardée et qu'ils utilisaient maintenant ensemble. Quand tu m'as dit que tu avais juste fait ce que n'importe qui aurait fait? » Marmonna Étienne, berçant Alexandre endormi. « Je me trompais complètement, n'est-ce pas, chérie? » Olivia sourit. « Complètement. Mais je suis contente que tu ne l'aies pas su à l'époque. Si tu avais su que tu allais épouser la femme que tu sauvais, tu aurais peut-être hésité. »« Jamais, dit Étienne fermement. Même si j'avais su que ça mènerait à changer des couches à 3 heures du matin? » Emma leva les yeux de son bol de céréales. Papa ne se plaint jamais des couches. Il dit que c'est ce que font les papas qui aiment leur bébé. Olivia regarda Étienne avec tant d'amour que son cœur se serra. Ta maman Catherine serait si fière de l'homme que tu es devenu, de la famille que nous avons construite. Elle est fière, dit Emma avec cette sagesse d'enfant qui surprenait toujours les adultes. Je la sens parfois, surtout quand papa fait ses gestes héroïques. Ces gestes héroïques étaient devenus une tradition familiale. Chaque mois, ils choisissaient une nouvelle façon d'aider leur communauté. Parfois, c'était de livrer des repas aux personnes âgées. Parfois, c'était de lire aux enfants dans les hôpitaux.
Parfois, c'était juste d'aider un voisin avec ses courses. Le héroïsme, avait expliqué Étienne à Emma et à ses amis lors d'une visite à l'école, n'est pas un grand moment dramatique, c'est le choix quotidien d'aider les autres, même quand personne ne regarde. Dans son bureau chez Beaumont Industries, maintenant rebaptisé Beaumont-Moreau Family Foundation, Étienne gardait 3 photos sur son bureau. Une de Catherine, souriante et radieuse le jour de leur mariage. Une de lui et Olivia, le jour où ils avaient adopté officiellement Emma. Et une nouvelle, prise la semaine dernière. Toute la famille rassemblée autour du berceau d'Alexandre, Emma tenant fièrement son petit frère, tandis qu'Étienne et Olivia les entourèrent de leurs bras. Mais la photo la plus précieuse était celle qu'Olivia avait prise en secret un dimanche matin. Étienne endormi sur le canapé, Alexandre sur sa poitrine, Emma blottie contre son côté, tous les 3 paisibles et en sécurité. Au dos, elle avait écrit « Mon héros ». Pas pour ce qu'il a fait une fois, mais pour ce qu'il choisit de faire chaque jour. Ce soir-là, alors qu'il borde Emma et Alexandre, Emma posa une question qui fit sourire ses parents. « Papa, si tu n'avais pas sauvé maman ce jour-là, est-ce que tu l'aurais rencontrée d'une autre façon ?» Étienne et Olivia échangèrent un regard. « Je pense, dit Olivia doucement, que les gens qui sont censés être ensemble trouvent toujours un moyen de se rencontrer. Mais parfois, l'univers a besoin d'un petit coup de pouce, d'un héros. » Emma sourit et ferma les yeux. « Je suis contente que papa soit notre héros. » Plus tard cette nuit-là, Étienne et Olivia se tenaient sur leur terrasse, regardant les lumières de Lyon scintiller au loin. « Tu regrettes parfois ?» demanda Olivia. « Quoi ? Cette vie, c'est si différent de ce que tu avais imaginé. » Étienne la prit dans ses bras. « Tu sais ce que je regrette le plus ? Dis-moi, de ne pas avoir su plus tôt que l'amour n'est pas quelque chose qu'on perd quand quelqu'un meurt. C'est quelque chose qui grandit. Catherine sera toujours partie de nous. Mais maintenant, nous avons ça aussi, cette famille impossible et parfaite que nous avons construite ensemble. » Ils restèrent là dans un silence confortable, écoutant les rires lointains des enfants jouant dans le jardin des voisins, le bruit de la circulation qui s'estompait, les sons ordinaires d'une vie extraordinaire construite sur la fondation de 30 secondes de courage. « Étienne ? Oui ? Merci pour m'avoir sauvé, pour nous avoir tous sauvés. » Il l'embrassa doucement. « Merci de m'avoir laissé le faire. » Parce qu'à la fin, c'est ça l'héroïsme véritable. Non pas l'acte spectaculaire qui fait les gros titres, mais le choix quotidien, répété, d'aimer sans condition, de protéger sans hésitation, et de construire quelque chose de beau à partir des cendres de la tragédie. Et parfois, si vous avez de la chance, 30 secondes de courage peuvent vous donner une vie entière de bonheur. Cette histoire nous enseigne que les vrais héros ne cherchent pas la gloire, ils répondent simplement à l'appel de leur conscience quand d'autres vies sont en jeu. Elle nous rappelle qu'un seul moment de bravoure peut créer des ondulations qui transforment non seulement la vie sauvée, mais celle du Sauveur et de tous ceux qui les entourent. Étienne ne savait pas qu'en risquant sa vie pour une inconnue, il rencontrait sa future épouse et redéfinissait l'avenir de sa fille. Olivia ne savait pas qu'en survivant à cet accident, elle découvrirait sa véritable vocation et une famille qui l'accepterait inconditionnellement. Ensemble, ils ont prouvé que l'amour le plus profond naît souvent des circonstances les plus inattendues, et que les familles les plus solides se forgent dans l'épreuve et se cimentent par la gratitude mutuelle. Leur histoire nous rappelle que dans un monde où l'indifférence semble régner, il suffit parfois de 30 secondes de courage pour changer le cours de plusieurs vies et révéler que nous sommes tous connectés par notre humanité commune. Le véritable héroïsme ne réside pas dans l'acte spectaculaire, mais dans le choix quotidien de faire ce qui est juste, même quand cela nous coûte tout. Si cette histoire vous a inspiré, si elle vous a rappelé que nous portons tous en nous la capacité d'être le héros de quelqu'un d'autre, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de croire en la beauté des gestes désintéressés, et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits qui célèbrent le triomphe du courage sur la peur et de l'amour sur l'adversité.